essayer de prendre une synthèse. C'est pourquoi c'est un cours de professeur Sokal. Je vais vous parler de manière générale des enquêtes. En principe, c'est Dr Othman qui devait vous le faire, mais comme elle est occupée avec l'épidémie, donc c'est moi qui va vous donner ce cours-là. Quelques définitions. C'est quoi le but des enquêtes? Donc, le but des enquêtes, c'est l'étude de la fréquence des pathologies et plus généralement de la distribution des états de santé dans la population humaine, les déterminants. C'est ça la définition de l'épidémiologie. Bon, on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi l'épidémiologie? On passe. Maintenant, c'est quoi une étude? C'est quoi une enquête? Ou bien c'est quoi une étude? C'est toujours la même chose. C'est l'investigation dans laquelle l'information est collectée de manière schématique. Donc, on fait des études. Par exemple, actuellement, en matière de coronavirus, lorsqu'on a un cas positif, l'équipe du CEMEP, Service d'épidémiologie préventive, sort sur le terrain, on rend visite. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'information. Donc, on prend l'adresse du malade et on va chez lui et on essaie de chercher d'autres personnes parmi sa famille qui ont été contaminées. On va aussi au niveau sur le travail, au niveau de son travail, sur le travail, chercher d'autres personnes s'il a contaminé. Donc, c'est ça la définition d'une enquête. Quel est le but de l'enquête? En fin de compte, il y a des enquêtes descriptives, il y a des enquêtes analytiques, sont des enquêtes d'association, pour dire que peut-être l'association c'est une probabilité. La descriptive, elle décrit. L'association, c'est une probabilité. La causalité, c'est la modification de l'un entraîne la modification de l'autre. La modification de l'un entraîne la modification de l'autre. Donc, la descriptive, vous avez là étudié la fréquence et la répartition des paramètres de santé ou des facteurs de risque dans les populations sans les mettre en rapport avec des facteurs de risque. C'est-à-dire, lorsque je fais une enquête descriptive, j'essaie de chercher des informations. Mais la descriptive, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas dire qu'il existe une relation causale ou pas. J'ai des informations. La descriptive, elle soulève des hypothèses. Contrairement à l'analytique, elle essaye, donc dans la descriptive, il n'y a pas d'hypothèse. Dans les enquêtes descriptives, il n'y a pas d'hypothèse. Dans les enquêtes analytiques, il y a une hypothèse. C'est l'hypothèse, le facteur incriminé peut être incriminé ou non. Est-ce qu'il est incriminé ou non? C'est ça l'hypothèse. Par exemple, le facteur tabac. Est-ce que le facteur tabac peut être la cause du cancer du poumon ou non? C'est ça une hypothèse. D'accord? Comprenez? Une association recherchée, c'est l'association statistique, on essaye de trouver est-ce qu'il existe une relation, une probabilité ou non, mais on peut pas, on n'est pas de l'association statistique. Par contre, la causalité, la modification de l'autre. Vous fermez le... Vous suivez? Oui. Oui, docteur. Donc, j'ai dit, vous avez les différentes enquêtes. Les différents types d'enquêtes, vous avez les enquêtes d'observation. Dans les enquêtes d'observation, c'est-à-dire on observe. Et vous avez les enquêtes expérimentales. S'il vous plaît, vous pouvez mettre... On ne peut pas enseigner comme ça. Hein. S'il vous plaît, Mara Mariam, coupez votre microphone. Donc, les différents types d'enquêtes. J'ai dit, il y a les enquêtes d'observation, il y a les enquêtes... Vous avez le diapo en face de vous. Vous le voyez, le diapo? Oui, docteur. Oui. Oui, oui, docteur. Vous avez les enquêtes d'observation et vous avez les enquêtes expérimentales.
Dans l'observation, l'investigateur, c'est-à-dire l'enquêteur, il observe, c'est tout. L'expérimental, il donne un produit et il observe la différence. L'observation ne donne rien du tout. On observe seulement. Par contre, dans l'expérimental, on donne un produit et on essaye d'analyser les résultats. Dans l'observation, vous avez deux types d'enquêtes. Vous avez les descriptives qui décrivent seulement. Elles décrivent, elles soulèvent des hypothèses. Il n'y a pas d'hypothèse dans la descriptive. Elles soulèvent une hypothèse. Par contre, l'étiologique, dans l'étiologique, il y a des hypothèses. La différence entre descriptive et étiologique. L'étiologique, il y a de l'hypothèse. Par contre, dans la descriptive, il n'y a pas d'hypothèse. Dans la descriptive, on a les enquêtes transversales et on a les enquêtes série de cas. Transversales, par exemple, je décide de faire voir les pathologies au sein de la population. Donc, je fais un tirage au sort de la population et je vais leur poser des questions sur leur état de santé. C'est descriptif, je vais décrire quelles sont les personnes atteintes, l'âge, le sexe, la profession, l'origine géographique, etc. Série de cas, par exemple, au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, je prends par exemple les cas de tuberculose hospitalisés au niveau de la pneumo. C'est une série de cas. Elle va me donner une idée. Dans l'étiologique, vous avez deux types d'enquêtes. Vous avez les enquêtes cas témoins et les enquêtes de corps. Les enquêtes de corps, la différence entre cas témoins et corps. Dans les cas témoins, il y a les malades et les non malades. Et on cherche le facteur exposition. Lorsqu'on me dit, on a des malades, on a des exposés, on a des malades et des non malades, je comprends qu'il s'agit de cas témoins. Si on me parle d'exposés, non exposés, il s'agit d'enquête de corps. C'est-à-dire, l'enquête cas témoins, j'ai les malades et les non malades et je cherche le facteur exposition. Les enquêtes de corps, j'ai les exposés, les non exposés et je cherche la maladie. Donc, si on me parle la présence de la maladie, ils sont en train de chercher facteur exposition, il s'agit de cas témoins. Si on me parle la présence de facteurs d'exposition et ils cherchent la maladie, il s'agit de quoi? L'expérimental, c'est, par exemple, je donne un produit et j'essaie de voir. D'accord? Il peut être avec tirage au sort ou sans tirage au sort. Tirage au sort, ce qu'on appelle le randomisé. Sans tirage au sort, c'est le non randomisé. Vous avez compris? Non. Vous avez compris? Non. Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Cas témoins et cohorte. Je vous ai dit, mais je suis en train de généraliser. Les cas témoins, j'ai par exemple des malades, un groupe de malades, et je vais les comparer à des non-malades. Je compare des malades à des non-malades. Par exemple, j'ai des cas de cancer du poumon. J'ai un groupe de malades qui ont un cancer du poumon. Je vais le comparer à un groupe de malades qui n'a pas de cancer du poumon. Et j'essaie le facteur, par exemple, je suspecte le facteur, l'hypothèse, je suspecte le facteur tabac. Donc, je cherche le facteur exposition et exposition au tabac. D'accord? Maintenant, les cohortes, j'ai des gens qui ne sont pas malades, seulement j'ai des fumeurs et des non-fumeurs. Et je vais les suivre dans le temps et voir s'il y a apparition parmi les fumeurs des cas de cancer du poumon et parmi les non-fumeurs s'il y a des cas de cancer du poumon ou non. Donc, c'est une cohorte. Donc, au départ, je n'ai pas la maladie. La maladie n'est pas présente. J'ai uniquement le facteur d'exposition, les fumeurs et les non-fumeurs. Par contre, dans les cas témoins, c'est l'inverse. J'ai les malades et les non-malades et je cherche le facteur tabac. Donc, je cherche le facteur maladie, non pas le facteur d'exposition. Oui. Oui. Mais je vais développer encore. Donc, L'enquête transversale, monsieur. je vais reprendre de manière générale. Vous avez des gens que vous avez en face de vous des diapos. Vous avez en face de vous des diapos. Oui.
Oui, docteur. Sans avoir, c'est vous. En fin de compte, dans une enquête d'observation, il n'y a pas de contrôle. Dans l'expérience, il y a le contrôle. Si vous avez suivi le problème de la polémique sur l'hydroxychloroquine, il y a celui de Marseille qui a fait une étude. Toute personne lui donne le médicament. Il fait l'étude, c'est une étude ouverte. Comment il parle de randomiser? Le randomiser, il faut faire un groupe exposé, un groupe non exposé, etc., etc. Non, là, l'observationnel, on peut contrôler comme on ne peut pas le contrôler. L'observationnel, je peux, un essai contrôlé, c'est un essai randomisé. Un essai randomisé, c'est-à-dire un essai tirage au sort. Il y a un tirage au sort. Tirage au sort. Le tirage au sort, c'est quoi? Par exemple, je prends un groupe de population, je fais tirage au sort. À un groupe, je lui donne le produit à utiliser, l'autre, un produit un autre produit. C'est pourquoi on appelle l'essai randomisé. Qui est non randomisé, on l'appelle un essai ouvert. D'accord? Non, j'ai pas compris. Non. D'accord. Chef, je reviens. On traite les enquêtes, les différents types d'enquêtes. Les enquêtes descriptives. On a c'est quoi une enquête descriptive? Elle doit fournir des statistiques permettant de connaître l'état sanitaire de la population. De toute façon, vous avez. Elle doit fournir des arguments essentiels. Donc, c'est quoi une enquête descriptive? Je veux voir l'état de santé de la population de Annaba. Hein? Je veux voir quelles sont les pathologies les plus fréquentes à Annaba, quelle est la population la plus touchée, quelles sont les professions les plus touchées, etc. Donc, je vais faire un questionnaire et faire mon enquête auprès d'un échantillon de la population d'Annaba. Donc, cette enquête, je vais tirer au sort une population et faire auprès d'eux une enquête. Quelle est la différence d'abord entre une enquête descriptive et une enquête analytique? Hein? Par rapport à l'hypothèse? Exact. Une enquête descriptive, il n'y a pas d'hypothèse. Dans l'enquête analytique, il y a une hypothèse. L'hypothèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, l'hypothèse, le facteur tabac est incriminé. Et j'essaye de voir si ce facteur est la cause ou non. Donc, je fais mon enquête. Si je trouve une relation causale, on le verra par la suite. Je dis qu'il existe une différence, qu'il existe des relations avec le facteur incriminé, la maladie. Si je ne trouve pas de facteur causal, à ce moment-là, je dis l'hypothèse nulle est rejetée. Donc, la descriptive elle doit fournir des statistiques permettant de connaître l'état sanitaire de la population, ses variations. Elle permet de déterminer l'importance d'une pathologie, d'une exposition et de générer des hypothèses. Hein, la descriptive. C'est générer, soulever. Par contre, une enquête éthologique, elle va fournir des arguments essentiels en faveur ou à l'encontre de l'hypothèse des rôles éthologiques des facteurs de risque étudiés. Je reviens toujours au facteur tabac. Je fais une enquête dans un premier temps, enquête descriptive. Je constate que les fumeurs ont beaucoup de problèmes respiratoires que les non-fumeurs. Mais je ne peux pas me prononcer à partir d'une enquête descriptive. Je ne peux pas me prononcer. Seulement, je dis, je soulève une hypothèse, probablement facteur tabac, peut être un problème, un facteur de risque des pathologies respiratoires. L'hypothèse, le facteur tabac est un facteur de risque. L'hypothèse nulle, le facteur tabac n'est pas un facteur de risque. Maintenant, pour dire que ce facteur est incriminé ou non, il me faut une étude étiologique. La descriptive, elle soulève des hypothèses. Je ne peux pas me prononcer. Maintenant, je fais une enquête descriptive. Je constate que les fumeurs font beaucoup plus de problèmes respiratoires que les non-fumeurs. Est-ce que je peux me prononcer? Je dis non, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas dire que le facteur tabac est incriminé parce qu'il s'agit d'une enquête descriptive. Pour dire que le facteur tabac est incriminé, il me faut une enquête étiologique, type cas témoin ou cohorte. Ou bien je prends des personnes qui ont des problèmes respiratoires et des personnes qui n'ont pas de problèmes respiratoires et je cherche le facteur tabac chez les deux personnes, pauvres groupes. Il s'agit d'une enquête, quel type d'enquête? C'est quel type d'enquête? Cas témoin. Cas témoin. Parce que là, la maladie, elle est là.
Et je cherche le facteur de risque. Ou bien je vais prendre une enquête de cohorte. À ce moment-là, je prends un groupe de fumeurs, un groupe de non-fumeurs, où je vais le suivre sur une période donnée et voir l'apparition des problèmes respiratoires. Là, ça devient une cohorte. En fin de compte, la cohorte, la maladie n'est pas présente au début de l'étude. Et au début de l'étude, uniquement, ce qui est présent, c'est le facteur exposition. Donc, là, le cas témoin, uniquement la maladie, non maladie, il n'a pas de maladie. OK. هذا comme l'enquête transversale. Ah. Les enquêtes transversales. Vous avez en face de vous échantillons ici de l'ensemble de la population que l'on souhaite étudier, sélectionnés ni sur l'exposition ni sur la maladie, le plus souvent représentatif de la population. L'information recueillie, exposition et maladie au moment de l'enquête, l'analyse, étude de l'association entre l'exposition et la maladie. Vous avez compris ou non? Hein? Non. لازم تتبعوا. شوف ici l'ensemble قلت لكم نحكموا la population d'Annaba, نحكم un échantillon منها هكذا ونعمل une étude, poser des questions. Est-ce que vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, est-ce que vous n'êtes pas vous êtes hospitalisé, quelle est la pathologie que vous avez fait récemment, est-ce que vous avez vu un médecin, non, etc. Et donc, je vais avoir une descriptive. Je vais trouver, j'ai donné l'exemple, je constate parmi les gens qui fument, qui me disent nous sommes fumeurs, ils ont des problèmes respiratoires. Donc, à ce moment-là, je peux étayer cette étude par une autre plus élaborée qui est le cas témoin au corps. D'accord? L'enquête de transversale, c'est les enquêtes de prévalence. C'est quoi une prévalence? C'est quoi la prévalence? La prévalence, c'est le nombre de personnes malades, total, les anciens et les nouveaux cas, sur le total de la population étudiée, multiplié par la puissance, 10 puissance 1, par exemple, par 100, voilà par 1000, voilà par 10 000. C'est ça la prévalence. En haut, par exemple, je vais faire la prévalence du cancer du poumon. En haut, je vais mettre tous les cancers du poumon, aussi bien les anciens détectés que les nouveaux, et en bas, de numérateur, la population concernée, multiplié par 100, voilà par 10 000, voilà par... Donc, et j'ai même prévalence. Donc, la transversale, elle permet de calculer uniquement la prévalence. D'accord? Pourquoi l'enquête transversale permet de calculer la prévalence? Elle permet, parce que lorsque je fais l'enquête, je vais trouver des anciens malades, oui, Hakim, je suis diabétique depuis belle lurette, ou qui sont diabétiques récemment. Mon diabète est découvert avant-hier. Donc, j'ai les anciens et les nouveaux cas. C'est pourquoi on les appelle des enquêtes de prévalence. Ou une enquête transversale. Donc, Hakim, on n'a pas un moment précis. Hein? Donc, Hakim, on n'a pas un moment précis pour calculer la prévalence. C'est une enquête. Je veux faire l'enquête de santé. Je veux faire une enquête de santé. Je vais dire, نعمل un tirage au sort au sein de la population de Hanna. Pour que la population soit représentative. Par exemple, une partie de Cuba, une partie de Ruisseau d'Or, une partie de Chmorat. Donc, j'ai un échantillon. Par exemple, je vais faire 1200 ménages. Je vais passer au niveau des ménages. On va me poser des questions sur leur état de santé. Les 15 derniers jours, posez-moi des pathologies aiguës. Les 15 derniers jours, comme ça, je ne vais pas avoir de billets d'information. Parce que Kenneth a composé les questions à la santé. Est-ce qu'il a fait une extraction dentaire au cours de l'année? Par contre, les 15 derniers jours, avez-vous présenté un problème de santé? Là, je vais parler des problèmes de santé aigus. Des problèmes de santé chronique, on va poser la question pour les 3 derniers mois. L'hospitalisation, c'est un événement que tu n'oublies pas rapidement, on va poser au cours de cette année. Avez-vous été hospitalisé? Et donc, je vais avoir des informations, des données sur la santé de la population. Il y a des gens qui me disent non, je n'ai pas de problème, etc.
Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes aigus, il y a des problèmes chroniques, il y a des gens qui ont été hospitalisés. Et donc, je peux avoir un topo sur la santé de ma population. Qui veut de tirer au sort, à ce moment, je peux extrapoler à la population générale. Parce qu'il est tiré au sort, il est représentatif. Mais je biaisé. D'accord? Maintenant, si je constate, j'ai donné tout à l'heure, je constate que les gens qui fument, dans l'enquête descriptive, je constate que les gens qui fument font beaucoup plus de problèmes respiratoires. À partir de cette enquête, je ne peux pas dire oui, les fumeurs font beaucoup plus de maladies. Là, c'est une hypothèse. Probablement, les fumeurs font beaucoup plus de problèmes respiratoires. Donc, je vais confirmer ou infirmer cette hypothèse par une enquête 4 témoins ou bien une enquête de corps, qu'on appelle les enquêtes étiologiques. Okay. Oui. Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a pas le facteur temps. Si, il y a le facteur temps. À un moment donné, j'ai fait mon enquête. Donc, j'ai le facteur temps. Je parle de prévalence. Par exemple, l'enquête, je l'ai faite, une enquête de santé pour avoir l'état de santé de la population. Quand est-ce que je peux la faire, l'enquête de santé, pour avoir une idée sur la santé de la population? Quelle période je peux la faire? Quelle saison je peux la faire? Quelle est la saison au cours de laquelle je peux faire mon étude? Mais allez, donc je suis obligé de faire les 4 saisons. Comme ça, je vais avoir des idées sur les pathologies de l'été, les pathologies de l'hiver, les pathologies de l'automne, les pathologies de printemps. Donc, en fin de compte, par exemple, j'ai 1200 ménages, je vais les partager en 4. Les 300 premiers ménages, je vais les enquêter pendant l'hiver. Les 300 autres, je vais les enquêter pendant le printemps. Les 300 autres, je vais les enquêter pendant l'été. Et les 300 autres, je vais les enquêter pendant le printemps. Et à ce moment-là, je peux faire une synthèse. Parce que si je fais une enquête en été, pour les pathologies, les allergies, etc., qu'on a l'habitude de voir au printemps, donc, lorsque je fais les 4 saisons, je peux avoir une idée de manière générale sur la population. Bientôt. Oui. Les enquêtes transversales, à un moment donné, en face, l'exposition, la maladie, c'est le temps. C'est à un moment donné, je fais une enquête. Bon, les avantages, parce que l'enquête transversale, donc vous allez les prendre facile à reprendre, de recherche, réaliser régulièrement, permet la production, etc. Ça, c'est facile à comprendre. Les inconvénients, c'est facile à comprendre, j'en passe. Les cas témoins. C'est l'échantillon, c'est sélectionné sur la maladie. Vous avez des sujets atteints et des sujets non atteints. On inclut lors de la survenue de la maladie des cas incidents, voilà que la maladie existe déjà, des cas prévalents. C'est-à-dire, je prends des malades et des non-malades. Lorsque ce sont des nouveaux cas malades, par exemple le cancer, je fais une étude sur le cancer. Si ce sont des anciens cas, on les appelle des cas prévalents. Maintenant, ce sont des cas qu'on vient de découvrir récemment, ce sont des cas incidents. Donc, j'ai un groupe de malades, j'essaye de le faire comparer à des groupes non malades et chercher les facteurs de risque. D'accord? Donc, l'échantillon, l'information, exposition antérieure à l'enquête rétrospective et l'analyse sur la fréquence d'exposition chez les malades et non malades. Dans l'enquête cas témoin, on calcule l'odds ratio. Alors, le principe, les cas témoins, principe de l'enquête cas témoin, vous avez recueilli de l'information, vous avez les exposés et les non exposés. D'accord? Vous avez la maladie qui est présente. Donc, vous avez les malades, les non malades, et vous essayez de chercher parmi les malades les exposés et les non exposés. La même chose, parmi les non malades, vous cherchez les exposés et les non exposés.
Vous avez compris? Vous suivez ou non? Oui. Et vous avez compris ou non? Oui. D'accord. Oui. Les malades, les non-malades, c'est le tableau que j'ai fait. Donc, j'ai les malades, les non-malades. Parmi les malades, j'ai les 8 qui sont exposés A et les non exposés C. Parmi les non-malades, donc parmi les malades, j'ai des exposés, pardon, A et les non exposés C. Parmi les témoins, j'ai les B et j'ai les D. Et au lieu de faire toute une formule que l'autre ratio A, vous le voyez en jaune, toute cette formule-là, vous avez cette formule, ou bien vous allez croiser A, B sur B, C. Vous avez le tableau en face de vous, là. Oui. Vous Oui. avez le tableau en face de vous. Oui, docteur. Vous avez Oui. les exposés en rouge. Ce sont des malades. Vous avez le facteur exposition, exposé, non exposé. Vous avez de l'autre côté les malades et les non malades. Et toujours le tableau se fait de cette manière. Le tableau à double entrée, toujours. Vous mettez dans la ligne, une ligne. Dans la ligne, vous mettez exposé, non exposé. Et sur la colonne, vous mettez les malades, les non malades. Et non pas l'inverse. Donc, parmi les exposés, vous avez des malades et des non malades. C'est-à-dire, parmi les fumeurs, vous avez des malades, des malades fumeurs et des non malades fumeurs. Donc, et parmi les non exposés, vous avez des gens malades et des gens non malades. Les cas, ce sont le C, les non malades, c'est le D. L'autre sera le calcul d'une manière. Ou bien cette formule-là, ou bien très simple, la formule, c'est le E1 moins l'autre ratio est égal à quoi l'autre ratio? L'autre ratio est égal à AD sur BC. D'accord? Par contre, il faut toujours mettre le facteur exposition de ce côté, dans la ligne. Dans la colonne, ça devient faux. Par exemple, si vous mettez la malade, non malade, la place d'exposition, et dans la place malade, non malade, vous mettez exposé, non exposé, vous allez inverser les données et vous allez avoir un autre ratio qui est faux. Vous avez compris ou non? Oui. Docteur, l'exposition par rapport au quoi? Exposé ou non exposé? Les gars, n'importe quel facteur. Exposé, qui est fumeur, يشرب الكولوران, يخدم في une usine, fait un produit toxique, il ne fait pas du sport, il fait exposé, il ne fait pas du sport, non exposé, il fait du sport. Donc l'exposition, c'est que vous voulez étudier un facteur quelconque. J'ai pris le sport, bien sûr, l'éducation sportive. Écoute, comme les gens qui font de l'éducation sportive, ils font moins de maladies. Donc, parmi les malades et les non malades, quels sont les gens qui font du sport ou quels sont les gens qui ne font pas de sport? Donc, exposé, il ne fait pas de sport. Non exposé, il fait du sport. Par exemple. D'accord. D'accord. Et donc, exposé, il fume. Non exposé, il ne fume pas. Exposé, il est exposé à un problème polluant. Il est non exposé, pas exposé à un problème polluant. Quelqu'un qui travaille dans une usine où il y a des problèmes, maintenant dans la cimenterie, pour la silicose. Exposé, c'est quelqu'un qui travaille dans la cimenterie. Non exposé, quelqu'un qui n'est pas exposé au ciment. En train de faire un travail sur la silicose. Donc, c'est les cas témoins. Là, vous avez la formule en jaune, mais vous prenez uniquement l'autre ratio est égal à A, D sur B, c'est un croisement. Ce sont les malades multipliés par les témoins des non exposés, ce sont les malades exposés multipliés par les témoins des non exposés sur les non exposés des malades multipliés par les témoins exposés. Vous avez le tableau en face de vous, là. Vous avez Oui. 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 comme l'autre ratio est égal à AD sur BC.
C'est ce que je vous demande. Le tableau, il faut le faire toujours comme ça. Facteur exposé. في la ligne ها هي وين نحط الواحد تاعي ولي مالاد لي نون مالاد ها وين محطوطين. Maintenant, on vous donne les avantages. Pourquoi les cas témoins, c'est plus rapide, elle est moins chère, il y a moins de problématiques, elle est bien, donc elle est adaptée à l'étude des maladies rares, bien adaptée à l'étude des maladies avec un délai d'exposition, par exemple les maladies de longue durée, etc. Les inconvénients, un biais, c'est une erreur. Biais lié à la du groupe, témoin, biais possible lié à l'orgueil de rétrospective, permet le calcul du risque relatif. Permet le calcul d'autres ratios, pas le risque relatif. Mais le risque ratio, l'autre ratio peut devenir un risque relatif. D'accord? Un risque ratio peut devenir un risque relatif. L'autre ratio. Donc, comment on calcule le risque relatif pour se mettre d'accord. Un autre ratio peut devenir un risque relatif les maladies rares. Dans les maladies rares, l'autre ratio, il devient un risque relatif. Une maladie rare, lorsque la maladie, elle touche moins de 10% de la population générale. D'accord? Vous avez entendu? Vous avez entendu ou non? Oui. Oui. C'est une maladie rare. C'est quoi une maladie rare? Lorsque moins de 10% de la population est Ah, touchée. exact. Lorsqu'elle touche moins de 10%. Et donc, ce autre ratio, il représente un risque relatif. Donc, tu vois comment on calcule le risque relatif. D'accord? On le verra dans les enquêtes de corps. C'est quoi une enquête de corps? Elle est sélectionnée, c'est l'exposition. Donc, vous prenez un groupe qui est exposé, maintenant des fumeurs, et un groupe qui n'est pas exposé, des non-fumeurs, et je vais les suivre à la recherche des problèmes respiratoires. Donc, au départ, il n'y a pas de maladie. Par la suite, je cherche la maladie, la présence ou l'absence, l'apparition ou la non-apparition de la maladie. C'est le contraire des cas témoins. Les cas témoins, au départ, j'ai les malades et les non-malades. Et je cherche le facteur exposition. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on me dit, on a des malades et des non-malades et je cherche le facteur exposition, c'est une enquête cas témoin. Au fait le cas témoin, je calcule l'autre ratio. Et cet autre ratio peut devenir un risque relatif lorsque la maladie est rare, moins de 10%. Il y a une enquête transversale, je me dis enquête transversale, quel est l'indicateur? C'est quel indicateur qu'on calcule dans l'enquête transversale? Quel est l'indicateur qu'on calcule dans l'enquête transversale? Prévalence. Prévalence. Si les aussi des enquêtes de prévalence. Les enquêtes transversales sont aussi des enquêtes de prévalence. Ah, l'enquête de corps, vous avez les exposés au départ, les non exposés. L'enquête elle commence. Exposés, non exposés, et je vais suivre les malades et chercher les malades et les non malades parmi les exposés et faire chercher les malades et les non malades parmi les non exposés. Ça peut être une étude de manière prospective, comme des informations, je peux les chercher de manière des informations rétrospectives. Mais généralement, je cherche des informations de manière prospective. Je vais faire le suivi. Le tableau. Je te dis, écoute, comme toujours, de ce côté-là, vous mettez les exposés et les non exposés. Ah non, tu Là, exposé. exposé, non exposé. Et fait la ligne, هذوم اسمهم les lignes. وهذوم اسمهم les colonnes. Les colonnes, مكتوب. Et donc, malade, non malade. Et donc, le risque relatif, c'est le taux chez les exposés sur le taux chez les non exposés. Le taux chez les exposés, donc vous avez les malades
Comment vous allez calculer votre taux chez les exposés? Ah, en bleu. Ah. Avec les malades A sur le total, sur A plus B, multiplié par 100. Et qui multiplie par 100 là? On retrouve sur l'autre multiplié par 100, d'éliminer le 100, et pas les A sur A plus B, divisé par C sur C plus D. Ah, vous voyez la flèche là? Vous êtes en train de voir la flèche? Oui. Vous avez le tableau en face de vous? Oui. Non? Oui, oui. 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 Chez les exposés, c'est A sur A plus B. A, c'est les malades. A plus B, les malades et les non-malades. C, c'est le taux chez les non-exposés. Donc, le risque relatif est égal au taux chez les exposés sur le taux chez les non-exposés. A sur C plus D, C, et vous allez trouver un chiffre relatif. Pardon, un chiffre absolu. C'est le 14. Voilà, c'est le taux. Parce que vous mettez le taux A sur A plus B multiplié par 100, divisé par C sur C plus D multiplié par 100, où j'élimine le 100, donc il fallait A sur. Maintenant, je trouve 14. Ça veut dire quoi 14? Ça veut dire, par exemple, je suis en train d'utiliser l'exposé, ce sont les fumeurs. Les non exposés, ce sont les témoins. Donc, quand je trouve 14, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fumeurs courent un risque 14 fois plus de faire un cancer du poumon, par exemple un problème respiratoire, que les non-fumeurs. Vous avez compris? Sur 7, par exemple, les fumeurs courent un risque de faire un problème respiratoire de 7 fois plus que les non-fumeurs. Si je trouve 1, ça veut dire quoi? Égalité. Il n'y a Pas de risque. Il n'y a pas de différence. Si je trouve moins, ça devient un facteur de protecteur. Si je trouve 1, il n'y a pas de différence entre les deux. Moins 1, ça devient le facteur d'abord est un moyen protecteur. Au-delà de 1, il y a 3 plus 2, maintenant c'est 2 fois plus 3. Non, en fait, analytique ou descriptive, Vous, je me fais un peu. Mademoiselle, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais je fais cadre, Marc. Les enquêtes descriptives, elles décrivent. Les enquêtes analytiques, les enquêtes cas témoins, quoi. Les enquêtes analytiques, elles nous donnent une probabilité. Les enquêtes analytiques, elles nous donnent une probabilité d'incriminer un risque. Différemment, c'est différent des enquêtes analytiques. La modification de l'autre. Les avantages, c'est en général page, les inconvénients sont en résumé. Vous avez, c'est quoi une enquête cas témoins? Dans l'enquête cas témoins, vous avez les malades et les non malades. Dans l'enquête de cohorte, et dans l'enquête cas témoins, vous avez les malades et les non malades, vous allez calculer l'autre ratio. Dans les enquêtes de cohorte, vous avez les exposés, les non exposés, et vous avez... Et les non exposés, vous cherchez les malades. OK. Vous avez compris? Oui. Vous avez des questions? Vous m'entendez ou là? Oui. Vous avez des questions? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris maintenant? De manière générale. Mais lorsque vous revenez, c'est-à-dire il faut revoir le c'est
Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, posez comme une question. Par exemple, on vous dit une étude a été réalisée chez des personnes. On a constaté chez les personnels médicaux que les gens qui sont sous le stress font beaucoup plus de facteurs cardiovasculaires. Peut-on dire que le facteur stress est un facteur de risque? On a constaté, lors d'une étude réalisée auprès d'un personnel médical, on a constaté que les gens qui sont stressés font beaucoup de problèmes cardiovasculaires que les non problèmes cardiaques, que les non de manière globale. Est-ce qu'on peut incriminer le facteur stress? Une étude descriptive. Ah. Non. Ah? Non, donc vous dites quoi? Vous dites non? Descriptive. Il s'agit d'une enquête descriptive. Et pourquoi? Donc, vous continuez. Donc, il s'agit d'une enquête descriptive. Et l'enquête descriptive, elle sert quoi? Elle sert à quoi? Soulever. Elle sert à soulever des hypothèses. Et donc, infirmier ou infirmier, On qu'est-ce doit qu'il faire faut une faire? enquête étiologique. Il faut On faire a une une enquête enquête étiologique. étiologique. Un témoin au corps. Chef Tokima. Donc, non, je ne peux pas me prononcer. Il s'agit d'une enquête descriptive. Les personnels de santé, une enquête au niveau de ce personnel de santé. Il s'agit d'une enquête descriptive qui soulève des hypothèses. L'enquête descriptive, elle soulève des hypothèses. Pour confirmer ou infirmer ce que j'ai observé, je dois mener une enquête étiologique, type enquête cohorte ou cas témoin. À ce moment-là, je peux me prononcer. OK. Maintenant, si je vous dis, lors d'une étude, sur le facteur tabac, on a constaté que les fumeurs, chez les fumeurs, il y a tant de problèmes respiratoires, et chez les non-fumeurs, il y a tant de problèmes respiratoires. Peut-on dire que le facteur tabac est la cause? Il s'agit de quel type d'enquête? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il s'agit de quel type d'enquête? Corps. هذا comme les malades. أكون جات إيه corps. قلت لكم exposé non exposé. أنا قلت لكم on a constaté chez les malades et les non malades. Chez les fumeurs. Les malades et témoins. Et comme on a chez les fumeurs et les non fumeurs, on a mené une étude à la recherche. À ce moment-là, maintenant, un peu comme les malades, les non malades, le fait que les non malades, il faut chercher le facteur exposition. Donc, c'est une enquête de cas témoins. Le coup, les exposés, non exposés, vous demandent de chercher les malades, ça devient un cas témoin fort. D'accord? En principe, j'ai terminé mon cours de manière générale. Vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai pas compris l'exemple d'étude descriptive du personnel de santé. Sure. Le personnel de santé, j'ai décidé de faire une enquête auprès du personnel de santé. نحكم l'hôpital Ibn Sina, au Ibn Rushd, etc. J'ai pris un échantillon de population. Dans l'étude, nous posons des questions. J'ai constaté que les gens qui sont stressés par le personnel de santé, qui me parlent de stress, ce sont les gens qui font des problèmes cardiaques. Avec le personnel, les personnels qui sont stressés, ils font beaucoup de problèmes cardiaques. Est-ce que je peux dire que le stress est un facteur de risque des problèmes cardiaques chez le personnel de santé? Donc, je ne peux pas dire, parce que c'est une étude descriptive. Mais quand j'ai un groupe de malades et un groupe de non-malades ou le suivre, où je n'ai pas pris un groupe d'exposés ou de non-exposés au stress où j'ai les suivis. Là, c'est une enquête à un moment donné, j'ai posé la question à le stress, où j'ai essayé de voir les problèmes cardiaques. Donc, elle est descriptive. Et le fait que j'ai dit une descriptive, elle soulève des hypothèses. Je ne peux pas me prononcer une descriptive. Elle soulève des hypothèses. Pour dire que le facteur stress est un facteur de risque de problèmes cardiaques, il faut faire
une étude analytique, idéologique. Donc, l'étude, soit je fais une étude cas témoin, soit je fais une étude cohorte. Une étude cas témoin, les malades, parmi les personnels médicaux, les malades qui ont un problème cardiaque, un groupe qui n'a pas de problème cardiaque, et j'essaie de chercher le facteur stress. Par contre, dans la cohorte, les stressés, les non stressés, on a le suivi, on cherche par la suite est-ce qu'il va y avoir un problème cardiaque avec les stressés ou là, ou combien il va y avoir de problèmes de cardiaque chez les non stressés. Et faire mon risque relatif. D'accord? Tu as compris, mon fils? Oui, merci. Oui, Oui, merci. Oui. Oui. D'autres questions? De toute façon,